Au cœur de Sydney, derrière les murs imposants de grès de l'école cathédrale St. Andrews, longtemps perçus comme des bastions de sécurité, un drame insoutenable est arrivé le 25 octobre 2023. Ce soir-là, la vie de Lily James, une jeune femme de 21 ans, a été fauchée de manière brutale, dans un acte de violence qui va choquer non seulement cette prestigieuse institution, mais aussi l'ensemble de la nation australienne. Ce crime atroce, vous allez le comprendre, met en lumière des réalités troublantes sur les violences domestiques et les masques d'innocence que certains individus peuvent porter avec une certaine aisance. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Murders Explained. Aujourd'hui, je vous parle du très terrible cas de Lily James. Je ne sais pas si vous connaissez cette affaire, dans tous les cas, j'avais très envie de vous la raconter. Vous savez que j'ai un attrait particulier à vous raconter des affaires de violence domestique, de violence familiale, parce que je trouve qu'on peut toujours en tirer des choses qui peuvent nous aider, nous, nos futurs enfants. Tout ceci étant dit, je suis content de vous retrouver pour cette nouvelle affaire. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner si vous souhaitez nous soutenir. La chaîne Murders Explained monte doucement mais sûrement. Je pense qu'on pourrait arriver aux 60 000 abonnés courant 2025, donc n'hésitez pas à nous aider. Je vous retrouve après le générique et on commencera par planter le décor. Pour saisir l'ampleur de cette perte survenue ce soir d'octobre, il faut d'abord comprendre qui était Lily James, cette jeune femme dont l'éclat semblait inépuisable. Ses proches, ses amis, sa famille parlent d'elle avec une expression qui revient sans cesse pour la décrire, une force vitale. Elle incarnait l'énergie pure de la jeunesse, une promesse radieuse, elle approchait chaque journée avec un enthousiasme qui était communicatif et elle mettait de la lumière dans toutes celles et ceux qui passaient devant son chemin. Je cite, « Lily travaillait dur, elle aimait être impliquée. Son père se remémore souvent ça, Jamie James. Il disait qu'elle pouvait être extrêmement curieuse, mais que ce qu'elle voulait vraiment, c'était améliorer la journée des autres, que ce soit avec un sourire ou une petite conversation positive. » Vous le comprenez, Lily James faisait preuve d'une bienveillance, qui n'était pas simplement un trait de caractère chez elle, c'était l'essence même de son existence, la fondation sur laquelle elle voulait vraiment que ses relations soient bâties. À seulement 21 ans, Lily avait déjà accompli beaucoup plus que certains pourraient le faire dans une vie entière. Son parcours était marqué par un dévouement afin d'aider les autres. Elle voulait encourager, inspirer. C'était d'ailleurs une enseignante de natation, une instructrice de danse, entraîneuse de water-polo et netball. Elle jonglait avec une multitude de responsabilités, tout ça englobant des métiers, comme vous le comprenez, qui étaient là pour enseigner, transmettre et aider. Ces rôles représentaient autant d'opportunités de faire une différence dans la vie des autres, de transmettre son énergie et sa passion pour le partage. Lily James n'était pas seulement une femme ambitieuse, c'était vraiment un rayon de soleil, une source d'inspiration pour ses élèves, ses collègues, sa famille. On pouvait entendre de ses proches que son sourire, ses encouragements, sa détermination à rendre chaque interaction positive faisaient d'elle de quelqu'un d'exceptionnel, un modèle pour toutes celles et ceux qui l'entouraient. Le monde qu'elle allait laisser derrière elle, brutalement privé de sa présence, allait être infiniment plus sombre. La mère de Lily James était toujours émerveillée devant l'énergie débordante qu'elle avait. Elle était d'ailleurs incapable de comprendre comment est-ce que sa fille pouvait faire tout ce qu'elle faisait avec autant de vitalité. La question se posait tout le temps, où elle tirait toute son énergie. La réponse, selon ceux qui connaissaient très bien Lily, tenait à un mélange de légèreté et d'amour pour les plaisirs simples. Beaucoup disaient chocolat et crème glacée. Elle avait un faible pour le sucré et ça la motivait. Vous le comprenez, on est donc sur une anecdote assez banale finalement, mais qui démontre une fois de plus que Lily avait simplement des petits plaisirs de la vie et que c'était vraiment quelqu'un qui était là uniquement pour avoir de la gentillesse envers les autres et montrer une certaine joie de vivre.
Lily symbolisait quelque chose aussi de plus grand, cette nouvelle génération de femmes élevées pour être fortes, indépendantes, conscientes de leurs valeurs. Elle ne se contentait pas d'exceller dans ses domaines pro, elle incarnait une force tranquille et une résilience qui lui permettait de naviguer dans les complexités de la vie avec une certaine assurance. Cela incluait ses relations personnelles, où Lily faisait preuve d'une maturité impressionnante pour son âge. Elle savait poser des limites, prendre des décisions difficiles, notamment pour protéger son bien-être, y compris dans les courtes relations qui malheureusement, comme vous allez le comprendre, allaient être un des fils conducteurs de la tragédie qui l'a emportée. Son refus de tolérer l'irrespect ou les comportements toxiques ne faisait pas d'elle une victime, mais une femme courageuse, confrontée à une rage qu'elle ne pouvait prévoir. Honnêtement, dans un monde qui a tant besoin de force et de modèles comme Lily, elle incarnait vraiment ce qu'est se tenir debout face à l'adversité. Malheureusement, sa vie a été brève, 21 ans c'est très tôt, et on est quand même sur le témoignage du pouvoir de la lumière et de la détermination qu'elle était en train de mettre en avant pendant ces 20 dernières années. Nous sommes maintenant en 2023. Lily James ajoute une nouvelle corde à son arc et elle rejoint la cathédrale, l'école cathédrale St. Andrews en tant qu'entraîneuse de water polo. Donc c'était une nouvelle corde à son arc. Pour elle, ce poste semblait parfait, une occasion unique de combiner son amour pour le sport et ses talents naturels pour l'enseignement. Sa personnalité chaleureuse et son professionnalisme ont rapidement conquis tout l'environnement scolaire, qui voyait en elle une figure inspirante pour les élèves. Lily était une présence rayonnante, capable de motiver et d'encourager n'importe qui avec sa propre énergie. C'est dans ce cadre qu'elle a fait la connaissance de Paul Tyson, un autre entraîneur sportif âgé de 24 ans. Diplômé de St. Andrews en 2017, Paul avait fait son retour dans son ancienne école 3 ans plus tard, en 2020. Il était d'ailleurs auréolé d'une réputation flatteuse. Cet homme était considéré comme un modèle pour les étudiants et il incarnait en apparence le succès que l'institution espérait donner à ses diplômés. Un ancien élève prometteur revenant pour redonner à tous ses élèves ce qu'on lui avait donné lors de la formation. On était donc sur quelqu'un avec une façade professionnelle, un charisme physique qui faisait de lui une figure respectée et admirée autant par les élèves que par les collègues. La relation entre Paul et Lily évolue rapidement, ils passent d'un lien professionnel à une romance légère. 5 semaines avant sa mort, avant la mort de Lily, ils ont décidé d'explorer un peu plus en profondeur cette connexion naissante avec une approche mature et réfléchie. Comme Lily l'a confié à sa maman dans une conversation qui allait devenir littéralement prémonitoire, elle disait « Nous nous sommes assis dès le début et on a discuté. Aucun de nous ne voulait quelque chose de sérieux. On voulait simplement s'amuser. Et lorsque cela aurait suivi son cours, on se séparera. » En gros, il voulait pas se mettre dans un couple très sérieux avec beaucoup d'engagement, mais simplement s'amuser. Cette déclaration, empreinte de sagesse et de clarté, reflétait encore une fois la maturité émotionnelle de Lily. Elle était déterminée à établir des bases saines pour toute relation, même éphémère, en posant ses limites. Mais ce qui semblait être un pacte équitable allait tragiquement révéler une dynamique bien plus sombre. Paul Tyson, derrière son masque de réussite, de charme, nourrissait une rage intérieure et un narcissisme qui ne pouvait tolérer le rejet ou la perte de contrôle. Et vous l'avez compris, Lily, elle, aimait poser ses limites et elle n'avait pas de mal à dire non. Ce contraste effrayant entre l'apparence et la réalité allait culminer dans une tragédie qui a secoué toute l'Australie. Bref, cette approche réfléchie et équilibrée que Lily James avait pour ses relations, telle que ses proches connaissaient, n'était pas du tout choquante. Elle a toujours été réfléchie, communicative et consciente de ses limites. Elle incarnait une maturité émotionnelle, même à 21 ans. Il y en a beaucoup qui disaient, je cite, « Elle n'a jamais eu de mal à exprimer ce qu'il voulait et elle était tout aussi douée pour comprendre ce que quelqu'un d'autre souhaitait d'elle. » Lily avait cette capacité assez rare à établir des connexions honnêtes et claires, un trait qui renforçait sa force intérieure et son indépendance. Bref, pendant la brève période où elle a fréquenté Paul, rien ne laissait présager ce qui allait arriver.
Les amis qui l'ont rencontré lors de cette relation ont décrit un homme qui, en surface, semblait tout à fait ordinaire. L'un des proches de Lily, qui a croisé Paul d'ailleurs 2 semaines avant la tragédie, garde le souvenir d'une interaction sans particularité. Je cite: « Il était bien élevé, calme, juste un gars normal, bavard, rien de remarquable. » Cette normalité apparente renforçait encore le contraste entre l'image publique de Paul et la rage intérieure qu'il dissimulait. Rien dans son comportement ne donnait d'indice sur ce qui se tramait en lui. Pour les amis de Lily, cet homme était simplement une présence anodine, un compagnon passager qui semblait respectueux et sans prétention. Donc vous vous en doutez, ce qui va suivre démontre la difficulté à déceler les dangers chez ceux qui, en apparence, mènent une vie normale. Lily est très sensible, elle est clairvoyante, mais elle n'avait aucun moyen de percevoir cette menace. Lorsque Lily et Paul ont décidé de mettre fin à leur relation, une semaine avant la tragédie, cela s'est déroulé dans ce qui semblait être l'esprit mature et réfléchi qu'ils avaient justement posé au début. Leur rupture paraissait amicale, dénuée de tension. Un ami proche de Lily disait qu'ils ont juste décidé qu'ils voulaient rester amis. Et apparemment, c'était réciproque envers l'un et envers l'autre. Cette séparation semblait être une étape naturelle dans leur relation légère, sans implication profonde, sans complications apparentes, vraiment aucun drame. Mais derrière la façade de normalité, Paul, lui, il voyait autre chose. Même s'il montrait aucun red flag et aucune tension, la rage et le désespoir qu'il nourrissait étaient dissimulés sous une apparence soigneusement entretenue, limite impeccable. Personne n'aurait pu imaginer qu'une fin si banale d'une romance occasionnelle puisse déclencher une tempête aussi intense. Dans ce qui allait être les derniers jours de sa vie, Lily a continué à vivre comme elle l'avait toujours fait, pleinement et avec intention. Elle enseignait, elle entraînait, elle étudiait, elle partageait des moments avec ses amis et sa famille, et rien dans son comportement ne laissait penser qu'une menace était en train de se profiler vers elle. Le matin du 25 octobre, son père, Jamie, l'a regardée prendre son petit déjeuner, comme à son habitude, plongé dans ses pensées. Il dira plus tard, je cite, « Elle semblait parfaitement à l'aise, dans son propre monde. » Ces instants simples, si anodins, sur le moment qui allait bientôt devenir des souvenirs inestimables pour ses proches, étaient vraiment contradictoire. On avait une fille qui mangeait des toasts, un père qui regardait un petit peu l'horloge pour vérifier l'heure du train, finalement une matinée totalement normale. Mais ces scènes, aujourd'hui, elles sont figées dans le temps, parce que c'était le dernier lien que Lily avait eu avec son père avant la violence impensable qui ne sera jamais effacée. Donc on est vraiment sur des moments littéralement banaux, je crois que ça se dit, qui précédaient une horreur absolument inimaginable, sans aucun avertissement, transformant cette vie vraiment colorée, souriante et solaire en quelque chose qui restera hanté, qui hantera du moins toute sa famille et tous ses proches. Nous sommes toujours le 25 octobre 2023. Cette journée se déroule sans incident, jusqu'à ce que Lily entre dans la salle de bain du gymnase de l'école aux environs de 19 h pour se changer avant l'entraînement de water polo. Ce qu'elle ignorait, c'est que Paul Tyson, rongé par 3 jours de rage incontrôlée depuis leur rupture, l'avait suivi, pas après pas. Dans les mains de Paul, un marteau. Dans son esprit, une violence froide et calculée. L'attaque qui a suivi a été marquée par une brutalité inouïe. Un psychologue légiste qui a analysé tous les détails de cette affaire, Dr Peter Achard, qualifie cette violence de rage débridée et implacable. Selon lui, cette attaque porte la haine viscérale imprégnée par une psychopathie et une insensibilité glaçante. L'agression, qui s'est donc déroulée à l'abri des regards, a mis fin à la vie de Lily d'une manière qui témoigne d'une profonde colère de la part de Paul Tyson, dissimulée jusqu'à la dernière minute sous une façade totalement normale d'un mec banal. Cependant, ce n'est pas seulement la violence de l'acte qui a horrifié les enquêteurs, la famille et tous les proches, mais le calcul et la malice démontrés par cet homme. À 20h30, plus d'une heure après avoir commis l'irréparable, il utilise le téléphone de Lily pour envoyer un SMS à Jamie, le père de Lily. « Viens à l'école, j'ai des ennuis. »
Poussé par l'instinct parental de protéger sa fille, il se précipite à l'école et une fois sur place, il trouve le bureau de Lily intact, son sac posé à sa place habituelle. Il est même entré par les portes qui menaient à la salle de sport, mais dans ce qui va être une grâce tragique, il n'est pas allé plus loin. Il a dit « Je suis content de ne pas être allé plus loin » parce qu'il aurait pu découvrir une scène absolument horrible. En comprenant ce qui se passait, la police et des ambulances sont arrivées sur place. Et les pièces du puzzle se sont mises également à se révéler. On a vu l'atrocité de ce qui s'était passé. La nouvelle a brisé la famille James à jamais. Jamie se rappelle de ce moment. Il a dit « J'ai dû rentrer à la maison pour le dire à Peta. Je n'oublierai jamais le moment où j'ai réalisé qu'elle ne franchira plus jamais cette porte. Ça me hantera pour le reste de ma vie. » Ce crime dévastateur a non seulement arraché une vie précieuse, mais a aussi laissé une famille plongée dans un deuil profond, entourée de souvenirs devenus douloureusement précieux. Pour Jamie, Peta et tous ceux qui aimaient Lily, les instants ordinaires du passé, comme ses rires, ses ambitions, sa présence lumineuse, sont désormais figés dans un vide qualifié d'insupportable, un rappel constant de ce qu'ils ont perdu. Après avoir commis cet acte atroce, les mouvements de Paul Tyson ont révélé un calcul et un détachement. Des images de vidéosurveillance, cruciales pour l'enquête, montrent Paul marchant calmement dans les rues de Sydney, dépourvu d'émotions apparentes. Il s'arrête à une poubelle, il jette des objets personnels, un geste délibéré qui prouvera plus tard être un élément clé pour reconstituer ses actions. Cette sérénité apparente contraste brutalement avec l'horreur qu'il a laissée derrière lui. Pendant près de 2 heures, Paul Tyson s'est assis dans sa voiture, stationnée non loin. Ce laps de temps, durant lequel il aurait pu se rendre compte de l'ampleur de son acte, semble au contraire avoir été utilisé pour réfléchir à ses prochaines actions. Finalement, il passe un appel anonyme à la police, il leur donne les indications précises pour trouver le corps de Lily dans le gymnase, suite à quoi, comme je vous l'ai dit, la police et les ambulances sont arrivées. Cet appel, dépourvu de remords, a souligné un contrôle froid et calculateur, davantage que des regrets. En clair, la combinaison de la violence brutale de ce meurtre, les actions méthodiques qui ont suivi, dresse le portrait d'un individu animé par une rage narcissique. Comme l'a expliqué le docteur Peter Asher, ce psychologue, Paul Tyson n'a pas craqué sous l'effet d'une impulsion. Les 3 jours qu'ont suivi leur rupture ont été littéralement le moment où il a fait une sorte de réflexion et où il a utilisé ces 3 jours pour alimenter cette colère grandissante, tout ça pour avoir la décision et le courage de punir Lily pour ce qu'il percevait comme un affront personnel. Elle l'avait rejeté, même si je vous rappelle qu'il avait dit que c'était réciproque. Le docteur a décrit cet état d'esprit comme typique de certaines personnalités narcissiques, incapables de supporter le rejet, qui perçoivent une séparation en fait comme une menace à leur identité. Le docteur a dit que c'était une explosion de rage nourrie par une blessure d'ego planifié et implacable. Paul Tyson, loin d'être un homme emporté par une impulsion momentanée, s'est révélé être un individu calculateur, dont la colère intérieure et le besoin de contrôle ont conduit à ses actes. La violence, combinée à la froideur après son crime, soulève des questions troublantes sur les signes invisibles de tels dangers et la capacité de certains à littéralement dissimuler tout ça derrière leur visage d'ange. L'enquête sur le meurtre de Lily James a révélé l'horreur des événements du 25, mais également un schéma troublant de comportement inquiétant, passé inaperçu pour beaucoup autour de Paul. Derrière son image publique de jeune homme respecté et impliqué, se cachait une personnalité marquée par une obsession croissante et un besoin de contrôle. Lorsque la police est arrivée pour la première fois à l'école cathédrale de St. Andrews, ce mercredi soir, comme je vous l'ai dit, ils répondaient, les policiers, à un appel anonyme indiquant la présence d'un corps dans le gymnase. Cet appel, comme les enquêteurs allaient le découvrir, provenait de Paul lui-même, et ils l'ont su. On est sur une manœuvre macabre qui montre un mélange de froideur et de cruauté. Au même moment, Jamie James était déjà sur place et il était poussé par l'inquiétude du fameux SMS envoyé par sa fille, entre guillemets. Jamie parle du début de l'enquête. Il dit « Tout d'un coup, la police arrive, l'ambulance aussi. On commence à obtenir des informations, on montre des photos à la police, etc. » Donc au début, on était sur une recherche désespérée et on s'est rendu compte finalement que le corps de Lily James était juste là. À mesure que les enquêteurs rassemblaient des indices, une image claire et terrifiante de ce qui s'est passé a émergé.
Cette attaque a été décrite comme brutale et ils ont tout de suite compris qu'il y avait une rage qui dépassait de loin la colère ordinaire. Au cours de leur enquête, les détectives ont commencé à explorer le passé de Paul et ont découvert un schéma inquiétant de comportement manipulatoire et obsessionnel. Bien que peu de personnes aient remarqué des signes évidents de danger, des témoignages ont révélé des tendances subtiles mais révélatrices, comme une jalousie disproportionnée ou un besoin de domination dans ses relations, une incapacité à accepter le rejet. Ces éléments, couplés à une capacité troublante à maintenir une apparence normale, ont permis à Paul de masquer les fissures de sa personnalité jusqu'à ce que son narcissisme blessé atteigne un point de non-retour. L'enquête n'a pas seulement exposé les détails horribles des derniers moments de Lily, mais elle a également révélé une réalité glaçante. Ces signes avant-coureurs des comportements violents, qui peuvent presque être invisibles, dissimulés sous un masque d'intégration sociale. Pour les proches de Lily, ces révélations ajoutaient une couche supplémentaire de douleur. Ils se posaient des questions: pourquoi est-ce qu'on n'avait rien vu? Comment est-ce qu'on aurait pu empêcher tout ça? L'enquête prend un tournant décisif grâce aux fameuses séquences de vidéosurveillance qui ont permis de reconstituer tous les mouvements de Paul après l'attaque. Ces images, décrites par les enquêteurs comme une démonstration de froideur et de calcul, montrent un Paul Tyson qui marche calmement dans les rues de Sydney, qui s'arrête pour jeter des objets et qui reste dans sa voiture. Le choix de cet endroit s'est avéré tout sauf fortuit, renforçant l'idée que ses actions étaient méthodiques. La poubelle où il s'est débarrassé des preuves était située juste en face de la maison de Christina Havas, l'une des amies les plus proches de Lily. Il avait tout calculé. Cette révélation glaçante prend une dimension encore plus troublante lorsque la propre caméra de sécurité de Christina capture Paul cette nuit-là. Christina disait: « J'avais des détectives dans la maison examinant les images de ma caméra. Dès que je l'ai vu, j'ai su que c'était Paul. C'était un moment particulièrement conflictuel, parce qu'on ne peut pas imaginer qu'on est en train de vivre quelque chose comme ça. » En fait, on dirait que Paul voulait se faire prendre. Mais pourquoi ? Les images montrent clairement Paul qui traverse la rue en direction de la poubelle. Il agit de manière délibérée. Et pour Christina, l'idée que l'assassin de son ami ait simplement choisi cet endroit ajoute une nouvelle couche d'horreur. Elle dira que c'était comme s'il essayait de laisser une marque, de rapprocher son acte des proches de Lily, d'une manière qu'on ne peut pas comprendre. Bref, ces séquences de vidéosurveillance ont joué un rôle crucial dans l'enquête. Elles confirmaient non seulement les mouvements de Paul après le crime, mais également la prévoyance avec laquelle il a orchestré ses actions. L'endroit précis qu'il a choisi pour éliminer les preuves deviendra clé, étant donné que c'est comme ça qu'on pourra comprendre que c'était lui. Pour Christina et tous ceux qui connaissaient Lily, ces découvertes n'ont fait qu'intensifier la douleur. Il disait: on se demande toujours s'il y avait quelque chose qu'on aurait pu voir, quelque chose qu'on aurait pu faire, quelque chose qui aurait pu empêcher tout ça. Mais la froideur de Paul était vraiment, je sais pas comment vous expliquer, dissimulée derrière son apparence là, très soignée, du prof, ancien élève qu'on adore, qui est vraiment gentil, qui donne tous les bons conseils. Grâce à une enquête plus méticuleuse, la police a pu établir une chronologie que je vous cite du 25 octobre 2023. Donc ils ont pris tous les éléments et ils ont tout reclassé, tac, tac, tac. Tôt le matin, Lily prend le déjeuner avec sa famille. Rien ne laissait présager la catastrophe qui allait venir. La journée passe, vers 19h, elle entre dans la salle de bain du gymnase pour se changer. Elle poursuit sa journée avec la même énergie habituelle. Tout peu après 19h, Paul, emporté par une rage suite à cette rupture, suit Lily dans la salle de bain avec le marteau. Il l'attaque sauvagement et il la tue dans sa violence brutale et préméditée. 20h30, Paul utilise le téléphone de Lily pour envoyer le message au père, qui était écrit « Viens à l'école, j'ai des ennuis ». Plus tard dans la soirée, Paul, toujours dans un état de calme effrayant, se débarrasse des preuves et il va choisir la maison de la fille la plus proche de Lily. Après ça, il reste dans sa voiture, il reste 2 heures avant de passer l'appel anonyme pour que la police vienne. Vendredi matin, le corps de Paul est découvert après s'être suicidé. Et oui, peut-être pour ça qu'il a voulu que tout le monde sache ce qu'il a fait, retrouver les preuves et tout retrouver. Il comptait mettre fin à ses jours. Apparemment, il n'a pas supporté les conséquences de ses actes et il a décidé de mettre fin à ses jours avant d'être appréhendé, laissant derrière lui une famille brisée et évidemment une ville traumatisée par toute cette tragédie. Cette chronologie poignante, étayée par des preuves matérielles et des témoignages, montre à quel point le meurtre de Lily James a été le résultat d'une rage obsessionnelle et d'un plan macabre qui s'est déroulé de manière calculée et dévastatrice. «
Alors que l'enquête sur le meurtre de Lily progresse, les enquêteurs découvrent que Paul n'était pas du tout le citoyen modèle. En fait, il avait vraiment un comportement inquiétant, voire obsessionnel, qui n'avait jamais été détecté auparavant. Et l'enquête a servi à faire une percée importante. Il y a une ancienne petite amie de Paul qui a choisi de rester anonyme pour sa sécurité, qui est venue témoigner et qui a fourni des informations cruciales sur le caractère de Paul. Cette femme décrit un modèle de contrôle de plus en plus intense. Elle dit « il était un peu obsessionnel ». Ensuite, elle parle de demande constante d'attention, de l'exigence d'être incluse dans ses photos de profil sur Facebook et Instagram. Plus la relation se dégradait, plus Paul montrait des signes de frustration inquiétante et après une tentative de rupture, il aurait frappé un arbre, expliquant d'une manière troublante qu'il ne pouvait pas frapper la seule chose qu'il voulait, soit son ex. Cette explosion de colère a marqué le début d'un harcèlement plus sérieux, où Paul apparaissait à plusieurs reprises dès le matin devant la maison de son ancienne petite amie, affichant un comportement déséquilibré, voire dérangé. Ces incidents ont été des signes précurseurs de ce qui allait devenir une violence par la suite, notamment avec Lily. Le psychologue, Dr Peter Achard, a examiné les comportements de Paul à la lumière de ses antécédents et il a proposé une autre évaluation. Selon lui, le comportement de Paul était compatible avec un trouble de la personnalité narcissique. Il disait que le rejet lui a causé une blessure narcissique profonde. Il s'est senti dégradé, humilié, avec une humiliation qui est venue suivre une colère intense qui, tout ça, a fini par être une rage incontrôlable. Cette analyse a permis aux enquêteurs de mieux comprendre l'écart de 3 jours entre la rupture avec Lily et le meurtre. Plutôt que d'être dans une période où les choses se tassent, ces 3 jours ont été marqués par l'inverse. Sa rage continuait d'être alimentée, continuait de grandir et le narcissisme de Paul avait totalement déformé la relation. Comme je vous l'ai dit tout le long, ce crime n'était pas du tout impulsif, il était calculé. L'enquête a également mis en lumière des éléments cruciaux grâce à la criminalistique numérique. L'analyse du téléphone de Lily a révélé que Paul avait utilisé ce téléphone pour envoyer le fameux message au papa. Ce détail a permis de démontrer, encore une fois, la prévoyance et la planification de Paul dans cette affaire. Donc en fait, toutes ces preuves, plus les vidéosurveillances, plus les déclarations du témoin, donc de son ancienne petite amie, ont construit un tableau qui montre que Paul n'était pas du tout un homme qui agissait sous l'emprise au moment d'une passion, mais vraiment comme quelqu'un qui avait planifié méthodiquement de A à Z son crime pendant les 3 jours après la rupture, jusqu'au point où il a mis fin à ses jours pour ne pas qu'on l'attrape. La découverte de ces éléments a permis aux enquêteurs de mieux cerner ce qui se passait. Les conséquences juridiques du meurtre de Lily James ont été tragiquement compliquées par le suicide de Paul, qui a laissé de nombreuses questions sans réponse. Bien que la justice pénale ne puisse pas poursuivre Paul, sa mort a créé un vide juridique, laissant les proches de Lily et tout Sydney en général avec un sentiment d'inachevé. Le suicide de Paul a empêché un procès qui aurait pu offrir des éclaircissements essentiels sur les motivations et les circonstances exactes du crime. Toutefois, malgré cette absence de procès pénal, les procédures judiciaires ont quand même suivi et ont permis d'examiner des éléments clés pour comprendre la tragédie et surtout éviter que de tels événements ne se reproduisent. D'ailleurs, une enquête approfondie serait prévue pour mars 2025, qui constitue le principal forum juridique dans lequel les autorités tenteront de répondre aux questions essentielles liées à la mort de Lily qui a vraiment choqué tout Sydney. Cette enquête ne peut pas mener à une condamnation pénale, mais elle représente une occasion importante d'examiner les circonstances sur cette tragédie. Notamment, pour 2025, la nouvelle enquête visera à répondre des interrogations cruciales. Comment est-il possible de repérer les signes de contrôle obsessionnel chez une personne de cette personnalité? Quels mécanismes peuvent être mis en place pour détecter tout ça? Comment les proches, les collègues et les institutions peuvent-elles mieux reconnaître les signes avant-coureurs? Pour les parents de Lily, Peta et Jamie, l'enquête représente à la fois une opportunité de chercher des réponses, mais aussi un rappel quotidien de la perte irréparable de leur fille et de la manière dont on peut l'honorer. Ils sont hantés par tellement de questions sans réponse. Je cite « On reste avec des questions qu'on aurait aimé poser à Paul. Je ne dis pas qu'il aurait répondu, mais on aurait pu lui demander certaines choses qui se sont passées cette nuit-là, que lui seul sait. Ces interrogations liées à la manière dont Paul a exécuté Lily et son plan restent en effet un mystère. »
Au-delà de la quête de réponses personnelles et juridiques, l'enquête espère également éclairer les mesures nécessaires. La combinaison de la violence narcissique, du contrôle obsessionnel et du rejet comme déclencheur d'un acte aussi extrême montre des dynamiques de pouvoir et de manipulation qui trop souvent passent inaperçues. Les experts appellent à une meilleure sensibilisation aux signes avant-coureurs de la violence. La famille James, bien qu'affligée par leur perte, espère que l'enquête, qui est douloureuse, ouvrira la voie à des changements systémiques qui aideront à protéger d'autres jeunes femmes et à éviter que de telles tragédies se répètent. Cette tragédie entraîne des conséquences profondes pour l'école cathédrale St. Andrews et a incité à une réflexion à l'échelle nationale sur la sécurité des établissements. D'ailleurs, l'école a annoncé qu'elle mettrait en place un protocole de sécurité renforcé, notamment pour les employés qui travaillent à des heures tardives, en dehors des heures normales de cours. En conséquence, de nombreuses autres écoles en Australie ont réévalué leurs procédures de vérification des antécédents des employés. Parce que c'est vrai qu'on peut se poser la question, personne ne s'est dit que Paul avait peut-être des antécédents et qu'il fallait vérifier avant de l'engager. L'un des enseignements les plus importants de cette affaire est la mise en lumière de signes avant-coureurs de la violence qui auraient dû être mieux identifiés. Le témoignage de l'ex-petite amie a joué un rôle clé dans cette prise de conscience, étant donné qu'elle a décrit un comportement obsessionnel de contrôle de plus en plus alarmant, qui s'est d'ailleurs intensifié, eh bien, elle signale des risques potentiels que les autres n'avaient pas remarqués à l'époque. Et donc, ces signes avant-coureurs auraient dû être partagés. Parle du comportement obsessionnel, évidemment. Il avait un besoin excessif d'attention et de contrôle. On a aussi l'escalade, des actions notamment physiques. Rappelez-vous, il a tapé dans un arbre. Réaction au rejet, il était incapable d'accepter aucune forme de rejet. Et donc, le docteur Peter Achard a vraiment mis en avant à travers cette affaire qu'il faut essayer de faire attention à ces signes avant-coureurs. Un an après le meurtre de Lily, les cicatrices continuent de marquer la famille, ses amis et tous ceux qui ont été proches d'elle. Le deuil déjà complexe et exacerbé par les questions sur la confiance et la sécurité. Dans la maison des James, la chambre de Lily demeure toujours telle qu'elle était avant le 25 octobre. Cette préservation des objets et du lieu, loin d'être un simple acte de mémoire, devient une manière pour sa mère de rester proche de sa fille même après sa disparition. Le fait que sa chambre soit restée intacte, y compris son lit non défait, est un geste symbolique, une tentative de retenir un peu de la vie de Lily au sein de cette maison. Peta, la maman, s'est confiée en disant « Quand elle est sortie ce jour-là, on l'a en quelque sorte laissée telle qu'elle ». Elle exprime la douleur et le réconfort de ce souvenir figé. Les moments passés dans cette chambre restent une forme de connexion pour la famille. Cependant, la douleur est rendue encore plus difficile par la propre bataille de Peta contre la mélanome, une maladie qui lui a été diagnostiquée peu après la mort de sa fille. Malgré ses propres souffrances, évidemment, elle continue de penser à sa fille et de soutenir sa famille. Elle dit qu'elle ne veut pas s'effondrer et que le poids de sa propre maladie et de la perte de Lily ternit son quotidien, mais qu'elle reste déterminée, surtout pour être forte, comme sa fille l'était. Pour les amis de Lily, cette perte a eu des répercussions profondes, affectant non seulement leur manière de vivre, mais aussi la vision des relations humaines. Un de ses amis a dit que pendant environ un mois après, il n'a pas pu dormir dans son lit. Il avait l'impression d'être un enfant qui dormait avec sa mère parce qu'il avait tellement peur de tout ce qui pourrait se passer. En fait, cet ami avait un sentiment d'insécurité qui suivait ce qui s'est passé par rapport à Lily. Il avait, je sais pas, une certaine sensibilité qui fait qu'il ressentait vraiment les choses. Au-delà de la perte immédiate, cette tragédie a profondément altéré la manière d'aborder les relations amoureuses. Les amis de Lily se confient sur ça. Il y a quelqu'un qui a dit qu'elle était actuellement en couple, mais que si elle ne se sentait pas bien dans sa relation et que si elle n'était pas en couple et qu'elle aurait rencontré quelqu'un après le décès de Lily, elle n'aurait pas su comment aborder cette nouvelle personne, étant donné que ça a vraiment laissé des grosses traces sur les relations amoureuses. Le chemin vers la guérison est long et complexe et chaque membre de la famille, chaque ami porte cette douleur différemment. Cependant, les témoignages partagés par ceux qui l'ont connue illustrent la manière dont une tragédie peut altérer non seulement des vies individuelles, mais aussi des dynamiques sociales plus larges, façonnant les perceptions de sécurité et de confiance pour le plus longtemps possible. Voilà tout le monde pour cette affaire, l'affaire de Lily James, une affaire qui m'a beaucoup troublé et qui a
en plus de ça, vraiment touché tout le monde, que ce soit dans la ville de Sydney, les proches de Lily, sa famille, vraiment tout le monde. Beaucoup de questions restent sans réponse étant donné que Paul Tyson a décidé de mettre fin à ses jours et je trouve que ce sont les cas les plus frustrants dans les affaires de true crime, c'est quand on n'a aucune réponse à ce qui s'est passé. Est-ce qu'il a vraiment commis cet acte parce qu'il s'est senti rejeté? Est-ce qu'il voulait empêcher Lily de sortir avec quelqu'un d'autre? Est-ce qu'il y avait une autre raison qu'on ne connaît pas? Est-ce qu'il y avait des choses entre eux dont on ne sait rien? On n'aura jamais de réponse. Quoi qu'il en soit, cette affaire continue de peiner la famille et je peux le comprendre. Si la vidéo vous a intéressé et vous a intrigué, n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner. On était sur un format long, quelque chose que je n'ai pas trop l'habitude de faire, donc j'espère que vos commentaires seront bienveillants. Je vous remercie pour tous les messages que vous m'envoyez en ce moment par rapport à notre situation, que ce soit sur Instagram ou dans les espaces commentaires de mes différentes chaînes. Je vous embrasse très fort et je vous retrouve dans quelques jours pour une nouvelle affaire horrifique.